Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'heure de la finale a sonné dans le canton de Bou ce mercredi, 6e jour des luttes et voilà. À Pia, c'était plutôt les demi-finales. Et les empoignades se sont déroulées en présence du président de la République et sous une forte pluie. Et Lomé s'est également réveillé sous la pluie, ou plutôt sous une grosse pluie. Les dégâts sont considérables, mais vous allez le voir, des mesures d'urgence sont déployées pour voler au secours des populations. Et puis, plus de 340 pèlerins togolais du Hajj 2023 sont de retour à Lomé après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. C'est avec joie qu'ils ont retrouvé leur famille. Voilà donc pour les titres. Nous sommes au 6e jour. Nous sommes donc au 6e jour des luttes et voilà ce mercredi en pays Ikabie. La journée a été marquée par 2 demi-finales dans le canton de Pia. La première entre la coalition Akeilao et Kiudé Nyama et ceux de Tchamdé. Et la deuxième entre les Evala de Pita et ceux de la coalition Kajika, Awidna et Koda. Et c'était en présence du chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe. Et vous allez le voir, la grosse pluie de ce matin n'a pas entamé la détermination des lutteurs et la population. Voyons cela avec Ekoui Salah. Malgré le mauvais temps qu'il fait ce matin, les évalas de la coalition Akeilao, Kiudenyama en blanc et ceux de Tchamdé en bleu sont tous au rendez-vous de la demi-finale des évalas 2023 dans le canton de Pia. L'arrivée du président de la République fort Essozimna Nyazingbe sur le terrain de l'école centrale de Pia donne le ton aux empoignades. Les affrontements aussitôt démarrés, la coalition Akeilao Kiudenyama ouvre le score. Les évalas de la coalition Akeilao Kiudenyama enchaînent les victoires face à leurs adversaires de Tchamdé. Ils arrivent à s'imposer avec 9 points de différence. Avec 28 points, la coalition Akeilao Kiudenyama tire son épingle du jeu face aux évalas de Tchamdé qui s'en sortent avec 19 points. De l'école centrale de Pia, le président de la République s'est rendu au CEG Kanyalada où s'est jouée la deuxième demi-finale entre les évalas de Pita vêtus en blanc et ceux de la coalition Kadika, Awidina et Koda en rouge. Devant le chef de l'État, les deux équipes montrent leur force et leur endurance. Chaque lutteur fait appel à ses techniques de combat pour dominer son adversaire. La
coalition Kadika, Awidina et Koda réussit à séduire le public par ses techniques de jeu et ses victoires répétitives. Les Rouges maintiennent le cap de leur performance jusqu'à la fin des combats. Ils dominent leurs adversaires sur un score de 19 points contre 8. La grande finale des Evala dans le canton de Pia est prévue pour ce jeudi. Elle va mettre en confrontation la coalition accueillie là-haut, Kiwide Chamde, et celle de Kadika, Awidina, Koda et Pita. Et je vous le disais en titre, du côté du canton de Bou, c'était la finale ce mercredi. Et nous vous proposerons donc le résumé dans nos prochaines éditions. Les Evala, ce sont les luttes, les initiations, mais également les danses et les chants. Ils font partie des rituels ancrés dans la culture kabylie et sont aussi des éléments de motivation des lutteurs. Quel est alors le sens et la portée de ces chants et danses des Evala? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Ramdan Bassina. Chaque peuple se distingue par sa culture. Les chants et danses sont un patrimoine immatériel à conserver jalousement. En pays kabylie et spécifiquement en période des luttes Evala, les chants et danses font partie des rituels. Dans certains cantons, avant le début des luttes, des danses se déroulent dans les lieux sacrés. Ces danses véhiculent un sens. Cette danse, quand ils viennent au marché, ils ont des lieux, ils se groupent et après leur groupement, ils quittent, ils prennent leurs chiens que vous voyez, ils portent là. Comme ça, ils crient et ils sortent hors du marché et ils ont les lieux réservés pour la danse des Evala. Donc à partir du moment qu'on danse là-bas, c'est donner le top de commencer la lutte. À Piahodo, c'est un lieu sacré. C'est là-bas nous allons avertir nos ancêtres que le temps est arrivé. Et c'est eux qui nous suivent sur chaque terrain. On leur dit que ce qu'ils faisaient dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, on tient toujours à ça. On n'a pas oublié. Nous autres, quand on fait à Piahodo, on fait nos cérémonies, bon, les Evala dansent. Et bon, chaque village, chaque quartier doit mobiliser ses Evala pour les rencontres sur le terrain. En dehors des chants et danses dans les lieux sacrés, les chants qui accompagnent les lutteurs autour des arènes ont un autre sens. Ils sont porteurs de messages souvent motivateurs, provocateurs, voire comiques. La danse pendant les Evala, premièrement, c'est pour encourager ton initié. Celui que tu as initié comme Evalo, quand il te voit en train de danser, en train de t'enjailler, il est content déjà. Il se voit en forme pour lutter, pour attaquer son adversaire. Quand il te voit danser déjà, cela veut dire que mon frère est derrière moi, mon petit frère, mon grand frère, il compte sur moi. Donc je ne dois pas le décourager. La danse des Evala, c'est pour expliquer la peur chez le jeune lutteur. Et ça lui permet aussi de mouvoir les muscles, les nerfs, pour pouvoir réussir les gestes lors de la lutte sans avoir claquage. Nous leur disons que il ne faut pas compter sur la forme ou la taille pour avoir peur. Donc il faut se dire que c'est moi qui dois gagner. Le peuple kabylie tient à sa culture et à son unité. Raison pour laquelle, après les luttes, peu importe le gagnant, la vie reprend de plus belle. Les luttes Evala, sans chants et danses, cela n'existe pas. Et Caraville de toutes les attractions en période des Evala, mais aussi ville aux paysages attrayants. Il suffit juste de se rendre à Pia, Tchare, Soumdina et Lassa pour s'en apercevoir. Et vous allez le voir, les visiteurs nourrissent leurs yeux et les communautés, elles, profitent de cet afflux occasionnel de touristes chaque année pour faire de bonnes affaires. Et le dossier tourisme est signé Ulrich Amega. La région montagneuse de Tchare offre un paysage verdoyant et magnifique qui attire de nombreux visiteurs chaque année.
Les montagnes s'étendent sur des kilomètres, entourées d'arbres de toutes sortes, et des habitations se trouvent à proximité. La vue depuis les hauteurs permet d'explorer cette merveille naturelle et d'apprécier la beauté et l'authenticité de la région de Kara. C'est ma première fois de venir ici pour travailler. Mais personnellement, j'ai vraiment aimé le paysage, j'ai vraiment aimé le milieu. Avoir les maisons sur les montagnes, descendre, monter, tout ça là. Et puis c'est bien calme ici, c'est pas trop mouvementé. C'est joli. Bon, nous avons l'habitude de vivre en ville. En ville, tu sors le matin, tu vois les maisons, les motos qui passent fou. Ici, tu te réveilles le matin, il y a de l'air. On sent qu'il y aura de l'air frais le matin. En se déplaçant d'un endroit à un autre, à travers ce paysage, les noms des cantons eux-mêmes représentent un héritage et racontent une histoire. Les cantons de Pia, Tcharé, Soumdina et Lassa contribuent à la richesse culturelle de la région. En tout cas, ici, c'est notre origine. Et le paysage, comme vous le voyez, très clair, très verdure, de la création de ce milieu. Oui, il y avait le premier homme qui était là, et là, il pesait, comme vous le voyez, le sol est caillouteux. Et quelque part, il cultivait, et c'était les cultures en terrasse. Et là, il y avait un grand qu'on appelait Tcha. Et maintenant, à chaque moment, on parle, il dit, je vais aller, c'est Tcha. Et on dit, Tchadé. Tchadé, Tchadé, Tchadé. Et c'est ainsi le nom Tcharé. Au milieu de cette nature exubérante, une route sinueuse et bien entretenue serpente à travers les montagnes. Cet endroit attire de nombreux visiteurs, en particulier pendant le mois de juillet, période de la fête traditionnelle Evala. Les habitants locaux et les visiteurs venus d'ailleurs profitent de cette occasion pour admirer les vues panoramiques. Pour moi, de venir ici, voir les fêtes des Evala, c'est quelque chose qui me réconforte beaucoup. Pour voir la nature et le maïs qui réussit, pour moi c'est bon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès, il y a une réussite ici au Togo et aussi dans la région de Pia-Kara. Je suis environnementaliste et je veux voir que les montagnes sont protégées, qu'il n'y a pas d'enlèvement des arbres. Cette partie de la région de Kara attire un grand nombre de visiteurs chaque année, dont la plupart sont des étrangers. Cela bénéficie grandement aux communautés locales qui peuvent tirer profit de l'industrie touristique. Le milieu m'a fait gagner beaucoup de relations avec les amis de l'extérieur. Donc du coup, quand je parle de mon milieu, ils veulent venir voir comment les choses se passent dans le milieu et tout. Avant Covid, j'étais venu avec un Mexicain aussi, et qui a voulu venir voir comment les choses se passent. Il disait sincèrement, d'abord, le climat est vraiment serein. C'est-à-dire que derrière les maisons et tout, vous voyez les arbres, et ça fait vivre, c'est-à-dire que ça donne une longévité. De cet endroit de la Kara, les voyageurs en général ne retiennent que des moments agréables, mais surtout, ils sont marqués par le coucher du soleil derrière les montagnes verdoyantes. C'est une scène inoubliable qui reste gravée dans leur mémoire. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour découvrir ce beau paysage. Depuis 2 semaines, le trafic sur l'axe Siouma-Sédena est devenu impossible, impraticable pour les véhicules. Un pont a cédé au niveau de Tchitira. Informé, le ministre du Désenclavement et des Pistes rurales est allé constater les dégâts et envisager une solution dans les meilleurs délais pour rétablir la circulation. Les précisions avec Nestor Mozo sur place. Une signalisation de fortune pour attirer l'attention sur le danger. Le danger, c'est l'état du pont. Une travée de ce pont s'est effondrée. L'ouvrage endommagé se trouve à Tchitira, une localité du canton de Massédena, dans le nord-est de la préfecture de Toufelgou. Depuis la survenue de la situation, les populations de Tchitira et de ses environs ont l'impression d'être coupées du monde. D'abord, il y avait eu un premier choc sur le pont. À la suite, c'est un gros titan venant du Bénin qui a dégradé le pont là comme ça. Il est passé, le pont est tombé. Vraiment, c'était une chance pour lui. On appelle le gouvernement
qui viennent nous aider. Parce que nous sommes coupés du monde. Quand notre pont est cassé, on cherchait les gens pour traverser les motos. Le pont là est 2 pays, Togo-Bénin. L'autre là est international. Je veux que maintenant notre président de la République n'a qu'à faire tout au moins pour nous remonter ce pont là. Dès la catastrophe, les populations ont saisi les autorités locales qui à leur tour ont touché qui de droit. Nous avons été saisis des dommages qui ont été causés sur ce pont. Cette route-là est très importante. Pourquoi? Parce que les paysans l'ont dit, elle relie certaines villes importantes du Togo et du Bénin. Et nous sommes à quelques kilomètres seulement de la frontière du Bénin. Donc vous comprendrez que le trafic est important, il faut le maintenir. Or nous sommes en période de pluie. Ouais, c'est difficile à traverser. Pour évaluer les dégâts, le gouvernement a dépêché le ministre du Désenclavement et des Pistes Rurales, Bouraïma Kamfitine Tchédé Issa, accompagné de techniciens. Le ministre et sa suite ont fait d'une pierre 2 coups. Sur leur trajet, ils se sont arrêtés au niveau des ouvrages de franchissement, comme ici à Boulola, dans le canton de Pouda. Pendant les périodes de crue de la rivière, le pont est submergé, occasionnant parfois des pertes en vies humaines. Mais de là sont partis jusqu'au chef de l'État. Il est toujours en train de penser à nous pour nous rétablir ça. Ce n'est pas facile. Il est évident que sur le tronçon Siou, Pouda, Macédina, il y a urgence et qu'il faut agir. Sur ce tronçon, on a eu à visiter avec le ministre 3 points critiques. Comme disposition qu'on compte prendre dans les jours à venir, c'est construire une déviation provisoire ici, avec des buses pour permettre le passage des véhicules. Ça, c'est dans l'urgence. Dans le court terme ou dans le moyen terme, c'est reconstruire tous les ouvrages qu'on a eu à visiter. Réparer les ouvrages endommagés, renforcer ceux qui sont en état critique, construire de nouveaux ouvrages, atteste de l'intérêt accordé au désenclavement par le chef de l'État à travers un département qui lui est entièrement réservé. Et parlons justement du désenclavement. 4000 km de pistes rurales doivent être aménagées d'ici à 2025 selon la feuille de route gouvernementale. L'objectif est de faciliter l'accès aux infrastructures routières en milieu rural et surtout de désenclaver les zones qui sont enclavées. Et les travaux sont en cours sur la plupart de ces pistes et vous allez voir, certaines sont même déjà accessibles pour les populations. Dodo Harry nous en parle. Avant, on souffrait beaucoup pour passer ici. Souvent même, si la pluie tombe, on ne va pas au marché. Quand il pleuvait, nous n'avions pas la possibilité d'aller au marché de Papri. Ces difficultés ont pris fin depuis que d'importants travaux de construction de pistes rurales ont été lancés. Des pistes autrefois impraticables jusqu'à ce que le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé décide de les réhabiliter pour faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures, équipements et services sociaux de base. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais les riverains en témoignent déjà. Nous sommes vraiment émerveillés, satisfaits du travail qui se fait. L'accès est facile aujourd'hui, surtout avec les ouvrages que vous voyez. Les ouvrages là, on n'a jamais cru que quelqu'un peut passer ici avec une voiture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des pistes parmi tant d'autres en construction pour désenclaver tous les milieux ruraux. Politique de désenclavement contenue dans l'actuelle feuille de route gouvernementale et dont les réalisations ont atteint déjà 680 km de pistes sur un total de 4000 à réaliser d'ici à 2025. Les chantiers sont en cours dans plusieurs localités. Bové, Awendjolo, Dagbati, Koutime, Tandouaré, Tone, Bendial, entre autres. La partie septentrionale est plus concernée étant sous la menace terroriste. Il est donc prévu dans la région des Savanes 232,425 km de pistes rurales et les travaux ont évolué sur la plupart des chantiers. Garantir un accès facile aux infrastructures socio-économiques, lutter contre la pauvreté, rendre toutes les communautés accessibles par la voie, ce sont bien les objectifs de ce programme de désenclavement dont les impacts sont déjà visibles dans les localités bénéficiaires. Écoliers, acteurs communautaires, chefs traditionnels, tous apprécient cette vision du chef de l'État. Nous remercions vraiment Monsieur le Président de la République de ses bienfaits. Les Ghanéens, les gros véhicules viennent ici dans notre canton. Je suis très fier. Je lui remercie sincèrement. Nous remercions sincèrement le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, Président de la République, pour tout ce qu'il fait
pour renforcer la résilience et la grande satisfaction de toutes nos populations. Pour qu'aucune localité ne soit encore enclavée, le président de la République a instruit de faire l'inventaire des pistes dégradées, surtout dans la région maritime. 3437 km de pistes ont été identifiés. La plupart sont en chantier actuellement. Des projets comme le PADAT, projet d'appui au développement agricole du Togo, viennent aussi en renfort à cette politique de désenclavement du président de la République. 162 km de pistes réalisées avec le PADAT et plus de 600 km de voies aménagées via le projet d'appui aux pistes rurales. Réhabilitation, construction de ponts, ouverture de voies, tous ces chantiers tiennent beaucoup à cœur au chef de l'État. Dans les savanes, les projets en lien avec l'énergie, l'eau, l'éducation, l'agriculture, la santé sont associés au projet de désenclavement pour améliorer les conditions de vie des populations. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a accordé 2 audiences ce mercredi. La première à la délégation des notaires avec à sa tête son président, le président de la Chambre, Maître Ebezou, et la seconde audience était à la délégation de l'UNFPA conduite par la représentante résidente Josiane Clotilde Yagibou. Voyons tout cela avec Yasmine Kodia. La chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dogbé, a échangé avec Mme Josiane Clotilde Yakibou, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPI, en fin de mission. Au menu de l'entretien, le point sur la réalisation dans la perspective de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. Nous avons abordé 3 sujets importants. Le premier sujet portait donc sur les questions de population. Il y avait à ce titre, bien sûr, le recensement général. Dans le monde, nous avons plusieurs pays qui ont conduit leur recensement. Et je peux dire en tant que chef de file que celui du Togo a été conduit de manière exemplaire. Et je dois donc féliciter ces efforts-là. Nous avons également évoqué la question de la santé de la reproduction, de la santé maternelle et de la planification familiale. Le programme d'urgence pour la région des Savanes appelle tous les partenaires à vraiment se concentrer, investir et se mobiliser pour que les indicateurs et les populations du Nord aient accès également aux mêmes services que le reste du pays. Nous avons échangé sur l'importance de l'inclusion financière et sociale des populations. À la suite de la représentante résidente de l'UNFPI, Mme Victoire Toméga Dogbé a reçu la délégation de notaires dans le cadre du 16e Université notariale d'Afrique. Conduite par Maître Tcha Pling Ebebou, la délégation est venue présenter l'équipe de l'université notariale et les différents termes de sa formation. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème énorme dans les villes africaines, c'est que nos villes s'étendent. On détruit des champs pour construire des maisons. Donc, comment faire en sorte pour préserver des terres et de quelle manière construire pour pouvoir économiser les terres pour les générations futures, pour pouvoir nourrir la population. Nous avons eu recours à ce thème pour voir de quelle manière faire en sorte que les constructions soient beaucoup plus en hauteur qu'au niveau horizontal. Et aussi comment aménager aussi le droit de propriété. Quand vous avez 200-300 personnes sur le même lot, dans 40 appartements sur le même lot, comment faire pour que ce titre foncier soit émietté pour que tout le monde puisse avoir son propre titre, individuellement et indépendamment des autres aussi. Nos entreprises sont limitées à la vie du promoteur et c'est des dangers pour la famille et pour la société. Comment faire pour permettre aux gens de pouvoir transmettre leurs biens? Comment prévoir dès aujourd'hui, quand je ne serai plus là, qui peut continuer mon entreprise? Et comment aussi répartir mes biens quand je ne serai plus là? Et en quel endroit déposer ces gens ou bien notifier l'existence de ces genres de documents? Pour une modernisation de la justice, Madame le Premier ministre a prodigué d'utiles conseils à la délégation et a souhaité que l'initiative réponde aux besoins de la population. Les administrateurs des organismes de prévoyance sociale de la zone Cyprès sont à Lomé. Et pour 3 jours, ils vont échanger sur les outils de supervision de bonne gouvernance sociale. De quoi s'agit-il concrètement? Christine Péchekialoudé nous en parle. Monsieur le représentant,
Dans le contexte actuel empreint de diverses menaces, l'amélioration continue de la gouvernance des organismes de prévoyance sociale préoccupe l'ensemble des États de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Pour assurer la maîtrise de leurs activités, relever le défi de performance ainsi que la sécurité de leur patrimoine financier et non financier, les administrateurs de la zone revisitent les bonnes pratiques. Le Conseil des ministres a adopté un socle juridique de sécurité sociale applicable à tous les organes de prévoyance sociale des États membres. En dehors de ce socle, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de gestion et le nombre de performances, qui sont des outils de gestion d'évaluation. Donc nous allons partager avec les administrateurs, avec les participants, ces outils. En dehors de ça, on a des nombres de placements en matière de placement des fonds de réserve qui a été adopté aussi par le Conseil des ministres. Nous allons partager. Le fonctionnement du conseil d'administration d'un organisme de prévoyance sociale, son rôle dans le contrôle interne et la maîtrise des risques sont quelques-unes des thématiques inscrites à l'agenda. C'est des outils nouveaux, que les acquis de ce séminaire soient largement partagés par les dirigeants des OPS. Les 3 jours de travaux accoucheront des recommandations et conclusions pour une gouvernance plus innovante et attentive aux aspirations des populations à une sécurité sociale de qualité et pour tous. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, toujours dans son rôle de protection des intérêts des consommateurs. Et c'est ce qui a donné lieu à la rencontre avec les élus locaux des communes Golfe et Agouenivé. Elle les aide à connaître le cadre juridique qui régit les rayonnements non ionisants au Togo. Les précisions dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Ils font quasiment partie de notre quotidien. Les rayonnements non ionisants émis par le soleil et les antennes des opérateurs, entre autres. Ces sources de rayonnement sont encadrées par la loi. Les élus municipaux du Golfe et d'Agouenivé en prennent connaissance sous la houlette de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En 2022, il y a déjà une décision de l'ARCEP qui fixe les seuils à respecter au niveau des rayonnements des sources des antennes. Et en 2023, l'ARCEP a pris 2 autres décisions qui réglementent les conditions d'implantation des antennes. Et il nous a apparu nécessaire de présenter ce cadre juridique-là aux communes pour qu'ils se l'approprient. Parce que c'est important, les communes sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'implantation de ces antennes-là sur leur territoire communal. Selon les données que l'OMS fournit, il n'y a pas aujourd'hui une corrélation directe entre les rayonnements non ionisants et les effets de santé. Mais l'OMS, l'UIT, la CEI, ainsi que l'ICNIRP exigent qu'on prenne des précautions. Donc sur le principe de précaution, les États sont invités à prendre des mesures. Et donc le décret que le gouvernement a pris, les décisions que l'ARCEP a prises se fondent sur le principe de précaution auquel toutes ces institutions-là invitent les États à adhérer. Les séances d'information sont organisées avec les associations de protection des droits des consommateurs. Elles ont démarré en juin dernier. Et je vous le disais également au titre, les pèlerins togolais au Hajj 2023 sont de retour au pays. Ils sont 341 à avoir embarqué pour ce premier vol pour le retour progressif au Bercail après leur séjour en Arabie Saoudite où ils ont accompli leur 5e pilier de l'islam. Ils ont été accueillis à l'arrivée à l'aéroport international Gnassingbé Yadima par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le compte rendu avec Issaka Arona. Aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. Après leur séjour d'1 mois en Arabie Saoudite, ces fidèles musulmans pèlerins regagnent le pays. Ils sont fiers d'avoir accompli les rites du 5e pilier de l'islam, mais surtout d'avoir prié pour le Togo. On a parti avec la bonne santé, on n'a aucun problème. On est arrivé aussi avec la bonne santé. On a remercié notre président, Gnassingbé Fort, que Dieu va l'y aider. Le pays va rester la bonne santé. Nous sommes très contents d'arriver à Lomé. Nous avons effectué un bon voyage. Nous avons prié pour le Togo. Et je remercie tous le bon Dieu qu'on est bien arrivé à bonne santé. Que Dieu amène les autres à la prochaine fois. Dobona, wombi bi boze si soden bao. De la sode marana, da beze de la marakenge.
Wembibi bozi siara wana bide bringa patana ai dala bringa patabi kozul ki de dazaso. Oh, ça s'est bien passé. Tout est propre, tout est bien organisé. On est satisfait du voyage, comme on voulait ça. Sentiment de fierté également du côté de l'organisation de cette édition 2023 du Hajj, qui doit sa bonne réussite au gouvernement. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence M. Faure Isso Zemnen Gnassingbé et son gouvernement. C'est une occasion qu'on avait saisie pour conseiller tous les pèlerins, encore renforcer leurs prières pour la paix et la sécurité de notre cher pays, le Togo, compte tenu de ce qui se passe dans le monde maintenant. Mais Dieu le plus puissant, il veille toujours sur notre pays et tout est bien passé avec le consul et les autres chefs d'agence qui étaient là pour encadrer les pèlerins. Après l'édition 2022 qui avait marqué la reprise au sortir de la rupture due à la Covid-19, le gouvernement s'est dit satisfait de l'édition 2023. Je ne doute pas que ces pèlerins ont profité de leur séjour sur la Terre Sainte, d'implorer la puissance divine, d'implorer Allah le Tout-Puissant pour qu'il veille sur notre pays, qu'il veille sur nos autorités, qu'il veille sur nos populations. Conformément au calendrier établi par la commission du Hajj, nous tenons d'abord à remercier également la compagnie pour le respect de la parole donnée. Donc ceux qui sont allés cette année, nous rendons grâce à Dieu pour eux. Et c'est l'occasion aussi de féliciter, rendre hommage au président de la République pour les bonnes instructions qu'il a données à la commission pour que le Hajj 2023 se passe dans de très bonnes conditions. Malheureusement, il a plu à Allah le Tout-Puissant de rappeler à lui 2 pèlerins. Et au même moment, il lui a également plu de nous donner un jeune pèlerin qui a eu une naissance là-bas. C'est la première vague de 2425 fidèles musulmans togolais qui ont pu accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. Le reste des pèlerins est attendu au pays dans les prochains jours. Et on poursuit avec cette actualité, je vous le disais, à Lomé et ses environs, la grosse pluie de ce matin a rendu les routes impraticables. À Nikonakwe, à Dido Adin, à Dido Gomé, Badago, entre autres, des scènes de désolation ont été vécues par les populations. Mais l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, était sur le terrain pour porter assistance à ces populations sinistrées. Et vous allez le voir, l'une de nos équipes de reportage a fait un tour de ville pour cela. Ida Adessou, Sandra Aziagbe. Elle n'est malheureusement pas la seule dans cette situation. Les pluies de ce matin ont contraint de nombreux habitants à quitter leur domicile. Les rues sont inondées et la circulation est devenue impossible avec l'eau envahissant les routes. Pour pouvoir filmer les dégâts, nous avons reçu l'aide d'un riverain. Face à ces conditions, la police s'est mobilisée aux côtés des résidents riverains. Ces inondations sont parfois le résultat d'actes inciviques comme l'obstruction des caniveaux. L'Agence nationale de la protection civile est intervenue dans plusieurs quartiers. Selon l'Agence nationale de la protection civile, on compte actuellement 10 localités inondées et 9 bassins présentant une situation critique. Afin de minimiser l'impact de ces inondations, la NPC a activé le système de pompage et d'évacuation des eaux en collaboration avec les équipes d'alerte et la participation des mairies. Et à cette heure, il est toujours recommandé plus de prudence sur les routes.
Et on revient encore une fois encore aux luttes Evala en pays Kabie. Je vous le disais en début d'édition que ce mercredi, c'était l'heure de la finale dans le canton de Bou. Et c'est le chef de l'État Forest Zimna Nyazingbe a suivi cette finale de bout en bout. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Grand jour pour le canton de Bou. En témoigne cette ambiance au rythme d'un djembé. Les luttes Evala sont à l'étape de la finale dans ce canton. Elle a été disputée en présence du chef de l'État. À l'instar du canton de Yadé hier, ici à Bou aussi, la prestation des lutteurs s'est faite dans un ordre décroissant, à commencer par les champions et vice-champions des deux camps, Bouba en rouge et Bouhou et Tchamdé en blanc. Chaque lutteur sait qu'une fois dans l'arène, les yeux du public sont rivés sur lui. Il est également conscient que son camp compte sur lui. Une bonne prestation, c'est ce qui est attendu de lui. Quand un lutteur sort pour la lutte traditionnelle et on le voit dans l'arène, ça nous rappelle d'abord notre passé. Et nous voulons voir son endurance. Quand nous voyons nos enfants et qu'ils luttent bien, ils font ce qu'il faut, les gestes qu'il faut, ça nous montre qu'ils ont appris ce que nos aïeux nous ont légué. Certains utilisent leur force physique pour s'imposer. D'autres font appel à la ruse et à la technique pour gagner leurs adversaires. Les empoignades ont duré un bon moment. À la fin, ce sont les Evala de Bouhou et Tchamdé qui ont su tirer leur épingle du jeu. Les Blancs remportent la victoire par 24 points contre 13 à leurs adversaires de Bouba. Voilà donc, c'est sur cette belle finale dans le canton de Bou que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de la COSA.
Excellente suite de le programme. Au revoir.